s'asseoir. Il est 30 ? Il est 30, on va y aller ? Mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs, au nom de la directrice des Français à l'étranger de l'administration consulaire, Madame Pauline Carmona, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue à l'hôtel du ministre et je remercie l'équipe d'Expat Communication pour l'organisation de cet événement. J'avais déjà eu le plaisir d'y participer l'an dernier et c'est toujours un moment unique d'échange avec l'ensemble des représentants de ce qu'on peut appeler l'écosystème de la mobilité internationale, qui sont ici représentés, les grands groupes, les associations, les partenaires institutionnels ou encore la presse nationale et spécialisée. Merci à toutes et à tous de votre participation pour cette restitution du baromètre 2024 des expatriés. Les enseignements de ce baromètre que vous allez nous présenter tout à l'heure sont tout à fait précieux pour la direction des Français de l'étranger que je représente, puisque notre mission consiste justement à les accompagner au mieux dans leur vie quotidienne à l'étranger, avec toutes les opportunités, mais aussi, vous le savez, toutes les difficultés parfois que représente l'expatriation. Au 30 novembre 2024, on comptait très exactement 1 742 029 Français inscrits au registre des Français établis hors de France. Ce nombre ne reflète que partiellement le nombre de Français installés à l'étranger, dans la mesure où, comme vous le savez, l'inscription au registre n'est pas obligatoire, mais cela confirme en tout cas le rebond que l'on observe de la communauté française à l'étranger depuis la fin de la crise sanitaire du Covid-19. Il apparaît d'ailleurs parmi les enseignements du baromètre que leur morale est en hausse. Vous nous expliquerez pourquoi, mais il faut s'en féliciter bien sûr. Je relève également dans les résultats du baromètre 2024 l'intérêt marqué des expatriés pour les élections législatives, dont l'organisation a représenté un travail important pour nos postes cette année, dans la foulée des élections européennes. Et de fait, cet intérêt s'est traduit par un taux de participation supérieur de 13 points par rapport à 2022, grâce également au vote par Internet, qui a été utilisé par plus de 3/4 des votants. Cette méthodologie du baromètre que vous avez mise en place, nous la pratiquons nous-mêmes pour suivre au plus près la satisfaction des usagers des services consulaires grâce à un court questionnaire qui est à tous les usagers qui font une démarche au consulat. Les derniers résultats sont encourageants puisque le taux de satisfaction global est de 89% en moyenne pour l'ensemble des postes consulaires, avec plus de 42 000 répondants. Dans une logique d'amélioration continue de la qualité du service rendu aux Français de l'étranger, nous mettons tout en œuvre pour faciliter les démarches des usagers à travers plusieurs chantiers de modernisation que vous connaissez peut-être, qu'il s'agisse de la plateforme de réponse téléphonique France Consulaire, du registre d'état civil électronique, du vote par Internet ou de l'expérimentation du renouvellement des passeports à distance, en cours au Canada et au Portugal. De nouveaux chantiers verront également le jour dans les prochains mois, en particulier le déploiement de l'identité numérique de niveau élevé, qui offre de nombreuses possibilités pour les Français de l'étranger. Il pourrait être intéressant d'ailleurs, dans le cadre du prochain baromètre, mais c'est une idée parmi d'autres, d'interroger les expatriés sur leur perception de ces améliorations du service public consulaire. Et enfin, comme l'année dernière, on s'aperçoit que le retour en France apparaît comme la phase la plus complexe du cycle de l'expatriation. Et sur ce volet, je voudrais saluer le travail important réalisé par la Délégation interministérielle de la transformation publique, la DITP, et par les services de communication du gouvernement, la DILA, en lien avec l'ensemble des administrations concernées, pour guider et accompagner les usagers dans leur démarche à travers des fiches pratiques en ligne sur le site service-public.fr qui sont adaptées à chaque situation individuelle dans le cadre d'une approche par moment de vie, selon un triptyque « je pars à l'étranger »,« je vis à l'étranger »,« je rentre en France après avoir vécu à l'étranger ».
Voilà, un grand merci de nouveau aux directrices associées, mesdames Alix Carnot et Stéphanie Merlan, et à toute l'équipe d'Expat Communication, ainsi qu'à tous les partenaires ici représentés pour ce beau travail. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les élus des Français de l'étranger, chers clients, chers partenaires et surtout chers amis expatriés. Bienvenue pour cet événement qui, à tous égards, est une histoire d'expatriation et d'expatriés. Pourquoi une histoire d'expatriation et d'expatriés? Parce que cette restitution du baromètre Expat Communication 2024 est faite pour, par, avec et à la mode des expats. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour les expatriés, évidemment, parce que ce que nous allons faire, la réponse que nous avons obtenue cette année de la part des expatriés, réponses pour lesquelles nous les remercierons jamais suffisamment, parce que vous savez qu'ils sont comme tous envahis d'enquêtes et de sondages en tout genre. Donc merci à eux de nous faire la confiance de nous laisser chaque fois un quart d'heure, 20 minutes, pour répondre à ces enquêtes. Et notre mission aujourd'hui est d'en faire le meilleur usage possible. Par les expats, parce que ce baromètre est fait par l'équipe d'Expat Communication, que j'invite à se lever, qui est entièrement constituée d'anciens ou d'actuels expatriés, qui sont animés par vraiment, enfin, je pense que c'est ça qui rend cette entreprise exceptionnelle, c'est cette mission commune, ce désir commun de travailler pour ce qui est quelque part notre communauté. Monsieur Pinguili, que je remercie beaucoup pour son introduction, a parlé d'écosystème. Et c'est ça aussi, avec les expatriés, c'est cette synergie avec vous tous qui êtes ici, qui n'avez pas souvent l'occasion de vous rencontrer parce on fonctionne un peu en silo. Les élus, alors les élus et l'administration, oui, se voient beaucoup, mais les entreprises et les entreprises et les administrations moins souvent, même si je souligne l'action du Syndex portée par Delphine Doroux, les partenaires et les entreprises, les partenaires et les élus, les expats voient leurs élus, mais pas forcément les entreprises en dehors de leur responsable mobilité internationale. Donc le but, c'est qu'on puisse tous échanger et on aura un exercice de networking à la fin pour pouvoir confronter nos points de vue. Donc ça, c'est avec l'écosystème expat, écosystème dans lequel, évidemment, je voudrais souligner les membres du board du baromètre. Alors, c'est quoi les membres du board? C'est tous ceux qui, cette année, ont travaillé ensemble pour avoir les idées des enquêtes, les étudier et surtout leur donner un sens. Parce que vous qui nous écoutez et qui travaillez, enfin, qui nous donnez du temps pour répondre, c'est utile. Alors, mais au point que M. Pinguili nous dit, bah, nous, on veut bien des retours pour savoir ce que les Français de l'étranger pensent de ceci ou de cela. Mais de la même façon, les expatriés de Carrefour ou de la Banque de France répondent à des enquêtes qui permettent à leurs entreprises respectives d'améliorer leur politique de mobilité internationale. Les adhérents de la Caisse des Français de l'étranger ou d'April bénéficient de meilleurs services grâce à une meilleure connaissance de leurs problématiques, comme le fera Globe Educate, qui est spécialisé dans l'éducation, parce qu'ils ont une connaissance unique avec tous les détails du baromètre des besoins des enfants expatriés. Donc voilà à quoi sert le baromètre. Voilà pourquoi je voudrais remercier les membres du board, parce que sans eux, on ne pourrait pas faire tout ça. Mais ils nous soutiennent pour toute l'année pour le baromètre, et puis aussi pour ce bel événement, et donc je les en remercie. Et avec eux, il y a d'autres entreprises qui ont décidé de nous aider juste pour cette restitution. Alors, la première, c'est une institution, et c'est le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères que je remercie à nouveau pour son accueil, et en particulier l'équipe de la ministre déléguée Sophie Primas, et puis la DFAE, donc, à laquelle appartient M. Pinguili, qui est la direction des Français de l'étranger, qui œuvre pour le bon suivi de ses ressortissants. Mais il y a aussi l'école de commerce Neoma, le groupe d'écoles internationales en France Hermitage, le cabinet d'avocats Chauveau, Mulon et Associés, qui vient de monter un site qui s'appelle Expat by CMA, et puis Elma, qui est une entreprise de relocation que beaucoup d'entre vous connaissent.
Mais je vous disais, c'est une restitution par, pour, avec les expats et à la mode expat. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est un événement qu'on organise depuis le mois de janvier. Et regardez autour de vous, vous voyez un petit peu la logistique, ce que c'est. Et je ne vous conseille pas de faire des événements des années électorales, des années de renversement, voilà, dans des années aussi chaotiques que la nôtre sur le plan institutionnel, parce que ça veut dire que malgré toute la bonne volonté de beaucoup de monde au ministère, nous avons eu la confirmation de la date de cet événement il y a exactement 13 jours. Et donc je crois qu'on peut vous féliciter d'être présents et de vous y être repérés. Notre hantise, c'était des gens qui arrivent demain, mais peut-être qu'il y aura des gens qui arriveront demain. En tout cas, bravo à vous de nous avoir suivis et un immense bravo à l'équipe d'Expat Communication pour sa résilience et son agilité. Et on peut dire que ce sont des vertus tout à fait expatriées. Alors, une restitution, pourquoi faire? On disait, on a recueilli cette année près de 10 000 réponses. C'est la 10e année du baromètre, c'est pas la 10e édition, ça on le fêtera en grande pompe, mais c'est la 10e année. En tout, on a récolté à peu près 70 000 réponses d'expatriés. Quel est le but de tout ce temps qu'on mesure bien pris aux expatriés? Ce qui est compliqué avec l'expatriation, et vous le savez tous, c'est que c'est une réalité au contour mouvant. On ne sait pas très bien ce que c'est qu'un expatrié, il y a plein de définitions différentes, depuis celui qui est émigré depuis 2 générations, est-ce qu'il est encore un expat? Depuis est-ce qu'un Français de l'étranger est un expat? Est-ce qu'un global nomade qui bouge tous les 2 mois est un expat? À partir de quand est-ce qu'on est un expat? Est-ce que le stagiaire en Erasmus est un expat? Voilà, autant de réponses, de questions auxquelles il n'y a pas vraiment de réponse en réalité, parce que c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de comprendre les changements qu'il y a dans cette population et sa diversité. Et en fait, c'est là-dedans qu'on va vous emmener. L'année dernière, on a parlé d'excellence et de vulnérabilité chez les expatriés. Cette année, on va vous emmener pour faire le tour de l'expatriation, et le tour dans plusieurs sens. D'abord, le tour du monde, ça on le verra tout à l'heure, le tour du départ jusqu'au retour, et puis le tour en 2024, avec 2 axes. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a changé? Et puis, quels sont les nouveaux points qu'on va analyser? Et on va avoir 2 focus cette année, comme on l'avait promis l'année dernière au même endroit. Le premier, c'est sur les femmes. On va beaucoup parler de femmes et expatriation. Et le deuxième, ce sera un focus sur les bénéfices et les sacrifices. Pas seulement parce que ça rime et que c'est joli, mais aussi parce que, en fait, c'est la vraie question de l'expatriation. Qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que je vais perdre? Est-ce que la mobilité mérite tout ce qu'elle va me coûter? Et c'est ça qu'on va écouter, ce que nous disent les expatriés là-dessus. On aura 2 angles. On va regarder à chaque fois des chiffres, mais on ne va pas vous assommer de chiffres pendant 1 heure. Donc, on va aussi avoir des portraits. Et puis, on va avoir des constats et on va aussi chercher quelques solutions. Voilà. Notre programme pour l'heure qui vient. Et vous voyez que tout ça, on essaye dans tout ce programme avec les expats et dans l'agilité, d'être conforme aux valeurs qui soutiennent notre mission, c'est-à-dire l'expertise, la loyauté, les synergies, la créativité et l'agilité. Et maintenant, place au baromètre. Je laisse la parole à Albin Oriot, qui a animé la 2e partie du baromètre. Je rends hommage à Catherine Talek, qui a animé la 1re partie et qui est actuellement expat en Roumanie et qu'on salue. Voilà ce que c'est que de travailler avec des expatriés, c'est avoir des équipes qui bougent un peu dans le monde entier. Donc Catherine ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais c'est Albin qui va nous expliquer la méthodologie du baromètre. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous expliquer brièvement la méthodologie autour de ces 4 enquêtes. Donc, la première, qui était autour de partir en expatriation, que nous avons menée au mois de février et dont nous avons eu 2800 réponses. Ensuite, ce que l'on apprend en expatriation, qui a été menée au mois d'avril et qui a reçu 2400 réponses. Vivre à l'étranger, ensuite, juste au début de l'été, au mois de juillet, avec 2600 réponses. Et finalement, la dernière, le retour d'expatriation, qui a eu lieu au mois d'octobre et qui a reçu 1300 réponses. Voilà, donc toutes ces enquêtes sont autour de 6 personas. On en a déduit 6 personas. Donc les salariés expatriés détachés, les conjoints,
ceux qui sont en self-initiative, donc qui partent sans contrat, qui partent, voilà, pas l'aventure, mais presque, les aventuriers purs et durs, les retraités et les autres, mais là, on parle surtout des VIE, en fait. Voilà, même si... La grande nouveauté de 2024, c'est qu'on va créer un persona VIE que vous allez pouvoir se détacher petit à petit. Voilà, donc comme vous le voyez sur ce slide, c'est surtout les retraités qui sont représentés, ensuite les self-initiatives, les conjoints et les salariés. Voilà. Alors, que nous apprennent ces 6 personas tout au long de l'année? On a commencé donc le départ avec une idée en tête, parce qu'on voit un changement majeur s'effectuer depuis quelques années, qu'on voulait confirmer, qui est pourquoi est-ce qu'on part en expatriation aujourd'hui? Est-ce que c'est encore essentiellement pour des raisons professionnelles? Alors, la tendance de long terme, qui est une individualisation toujours croissante de l'expatriation, se confirme. C'est-à-dire, si je pars, c'est d'abord pour une nouvelle aventure humaine et familiale, pour une expérience interculturelle, pour une meilleure qualité de vie. C'est pas pour mon boulot. Le boulot vient vraiment très largement en deuxième phase dans les motivations. Ce qui est nouveau cette année, c'est qu'on a vraiment regardé de près les motivations par genre. Et là, il y a un clivage assez fort. C'est une des questions sur lesquelles on a le plus de différences entre hommes et femmes. Les femmes partent vraiment, pour la moitié, elles citent l'aventure familiale et ne sont qu'un tiers à citer cette raison. En fait, les femmes vont être davantage sur le gain d'expérience et la découverte, et les hommes davantage sur la qualité de vie et les aspects financiers. Les compétences, la progression de carrière ne vient que pour moins d'un quart à égalité chez les hommes et chez les femmes. Ça, c'est un changement majeur dans le temps, surtout pour les entreprises qui envoient des expatriés, parce que je précise que ces chiffres sont les mêmes pour tous les personas. Et les expatriés d'entreprise ne se distinguent pas sur ce sujet-là. La conséquence que ça va avoir, c'est que donc, puisqu'ils partent pour l'aventure humaine et familiale, le travail est un déclencheur. Une moitié d'entre eux part avec un travail, que ce soit je suis expatrié par une entreprise ou j'ai trouvé un travail sur place. Néanmoins, c'est un déclencheur et pas une motivation. Et même ceux-là sont encore très flous sur la durée de cette aventure. Et ça, c'est là encore une rupture. Autrefois, on partait pour 3 ans, parfois 5 ans, en se disant je ferais peut-être une deuxième expat, mais en tout cas, dans 6 ans, je suis revenue à la maison. Là, les 3/4 de l'échantillon disent qu'ils ne soit une expatriation successive, soit ils ne savent pas. Mais il n'y en a que 21% qui disent je pars pour une expatriation dans le temps avec un débat de temps. Voilà, et ça change beaucoup la définition des expatriés. Voilà le plus important sur les raisons du départ. Maintenant, on peut parler aussi des accompagnements qu'ils reçoivent et de ceux qu'ils trouvent les plus utiles. Ils sont 30% à bénéficier d'un accompagnement quand ils sont des hommes, moins d'un quart quand ils sont des femmes. Alors, on voit toujours ces écarts qu'on va voir tout au long de cette présentation. Les formations qui reçoivent les accompagnements qu'ils reçoivent le plus, c'est d'abord le déménagement, très largement, à plus de 60%. Puis l'aide pour le visa, on va dire toute la partie logistique, le déménagement, le visa, tout ça, c'est très largement répandu pour plus de la moitié d'entre eux. Les cours de langue, préparation à l'expatriation, préparation interculturelle, là, on va être aux alentours de 40%. On décroche nettement quand il s'agit d'aide à la recherche d'école. On pourrait dire, de toute façon, ça ne concerne que les familles, ou d'aide à l'emploi pour le conjoint. Là, on est à moins d'un quart qui en ont bénéficié. Voilà. Et avec souvent une différence de perception forte entre les entreprises qui disent mais pourtant on le met à la disposition de tous, et les conjoints en fin de course, j'en vois qui opinent, qui eux disent bah non, on n'en a jamais vu la couleur. Ce qui est intéressant, c'est de noter la différence d'utilité de ces services selon si on s'adresse aux femmes ou aux hommes. Les hommes disent en plus important, c'est les cours de langue, la préparation à l'expatriation
et toute la formation sur l'aspect fiscal, santé, enfin, quelle va être la réalité administrative de notre expatriation. Pour les femmes, c'est ça qui vient en premier, c'est-à-dire en gros quelle va être, comment est-ce que je vais sécuriser la famille. En numéro 2, la recherche de logement. Et en numéro 3, les cours de langue. Vous voyez qu'il n'y a pas du tout la même façon de lire la pyramide de Maslow, selon si on est un homme ou une femme en expatriation. Et je vais inviter Ludivine Requena, qui est responsable de la mobilité internationale de Carrefour, à témoigner sur ce qui est pratiqué chez Carrefour en matière de préparation des expatriés. Est-ce que tu veux bien venir prendre le micro, Ludivine? 2 minutes. Gros challenge. Bonjour à toutes et à tous. Gros challenge, je n'ai que 2 minutes pour vous présenter ce que nous faisons chez Carrefour en matière de préparation à l'expatriation. Je pense que c'est vraiment un point essentiel et fondamental. Je vous passe tous les points qu'on a déjà vus précédemment qui font partie intégrante de notre politique de mobilité internationale. C'est vraiment, encore une fois, une étape très importante, le départ en expatriation, sa préparation. S'il y a un mot que je pourrais vous dire, c'est l'anticipation. Lorsque c'est possible dans nos organisations. Ce n'est pas toujours le cas. Et ensuite, si je peux rajouter un deuxième élément très important qui a été évoqué également ici, c'est l'accompagnement du conjoint. Donc on se focalise souvent sur l'expatrié, donc notre collaborateur. Je dis collaborateur, pas collaboratrice, parce que 80% en général sont des hommes. À nous de changer les choses. Et donc, on se focalise beaucoup sur ce collaborateur et on a tendance à oublier qu'il est accompagné bien souvent d'une famille, une conjointe et des enfants. On connaît très bien toutes les pratiques, les disciplines, les process que nous pouvons mettre en place dans nos organisations pour accompagner l'expatrié. N'oubliez pas d'accompagner également le conjoint et la famille. Appuyez-vous sur des partenaires solides, fiables, fidèles. Expat Communication en fait partie, pour justement faire un focus spécifique sur le conjoint. Pourquoi j'insiste beaucoup sur le conjoint, et c'est un peu mon sujet du moment et à venir, c'est parce qu'une expatriation réussie, c'est un conjoint qui va s'intégrer dans le pays d'affectation, qui va être heureux de vivre cette expérience, et donc c'est une clé, un acteur clé, le conjoint, de la réussite d'une expatriation. J'ai encore du temps ou... Ouais, c'est bon, j'y vais. Je continue alors. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Dans les accompagnements, si je rentre un peu plus dans le détail, je vous ai parlé du conjoint, ok. Maintenant, il y a aussi un aspect qui me semble vraiment important et qu'il faut vérifier vraiment avant le départ, c'est la maîtrise de la langue, de l'expatrié, du conjoint également. C'est une clé, là aussi, d'intégration dans le pays d'affectation. Autre point également très important qui contribue également à l'intégration dans le pays et à la réussite de cette expatriation, c'est l'interculturel. Donc pour moi, l'ensemble de ces éléments l'ensemble de ces facteurs sont des éléments clés qui visent à la réussite d'une expatriation. On va s'arrêter là? Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ludivine. Tu pourrais nous en parler pendant des heures et ce serait passionnant. Et je vous conseille, quand on aura le temps tout à l'heure, d'aller poser des questions à Ludivine. On va aussi creuser pour se dire, justement, cette préparation, ces accompagnements, ça va peut-être permettre de lever des refus d'expatriation. C'est des choses qu'on scrute chaque année. Albine, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ces raisons, ce qui explicite les expatriés sur les refus d'expatriation? Donc il faut savoir qu'il y a un biais ici, c'est-à-dire qu'on a interrogé des expatriés qui ont, pour différentes raisons, donc pu refuser une expatriation, mais qui sont finalement partis en expatriation. Donc ça représente une certaine partie de la population par rapport à cette question. Donc en fait, 20% des répondants ont répondu qu'ils avaient refusé une expatriation. Il faut savoir que les conjoints salariés, excusez-moi, 29% des conjoints ou des salariés mutés et détachés. Voilà, donc c'est les deux
On souligne aussi que les femmes ont refusé 2,5 fois de plus que les hommes à cause de leurs parents vieillissants. Ça, c'était une nouveauté qu'on n'avait pas vue l'année précédente. Et donc, comme vous voyez sur cette slide, les différentes raisons de refus, surtout les conditions financières, l'instabilité politique, les barrières de la langue aussi, surtout pour les hommes, moins pour les femmes, et les parents vieillissants, comme je vous l'ai précisé. Voilà, merci beaucoup Albine. Donc c'est intéressant d'avoir en tête ces éléments en se disant c'est des gens qui avaient refusé, puis finalement ils sont partis. Donc c'est pas des choses définitives. Ça c'est peut-être les leviers sur lesquels il peut y avoir une possibilité d'action, soit par le biais de l'entreprise, le package, la destination, soit parce que c'est des questions de moment de vie. Et évidemment, le moment de vie, les parents qui vieillissent, peut-être que ça sera dans 10 ans qu'on partira, ou des problèmes de santé, quand ils seront résolus, on pourra partir. L'année dernière, on avait parlé écologie, et je vous avais dit avec fierté, avec mon élan habituel, que c'est un sujet dont on reparlerait, et que c'était certain que ça allait monter dans les préoccupations des expatriés. Ils m'ont clairement donné tort pour cette année, mais c'est juste en 2024. Vous voyez que la conscience écologique est le dernier motif de refus d'expatriation. Je ne commenterai pas plus. On passe à maintenant, on va suivre les expatriés dans l'avion. On continue notre tour, on laisse le départ et on va partir pour la durée d'expatriation qu'on va suivre en 2 enquêtes. On a fait une première enquête au printemps sur ce qu'on apprend en expatriation et une deuxième qui est notre enquête de l'été sur les conditions de vie en expatriation, et on va agglomérer les résultats de tout ça. On va pas faire question par question, ça serait beaucoup trop fastidieux. On a fait des grandes tendances. La première grande tendance qu'on va analyser, c'est une des plus importantes, c'est celle du moral des expatriés. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on suit comme le lait sur le feu. Comment vont les expatriés? Et bien là, j'ai vraiment une bonne nouvelle. J'ai senti une petite pointe d'étonnement dans la voix de M. Pingili tout à l'heure quand il disait donc les expatriés ont le moral. Comment est-il possible d'avoir le moral en décembre 2024? Écoutez, partez à l'étranger. Peut-être ne soyez pas dans votre propre pays, ayez un peu de distance, c'est peut-être ça la clé. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que les expatriés vont mieux et que cette longue descente du Covid est en train de s'estomper et qu'on retrouve des niveaux très hauts. Donc ça, c'est un point qu'il faut noter. En revanche, l'écart entre les hommes et les femmes ne s'estompe pas. On a toujours entre 5 et 6 points d'écart entre le niveau de morale des hommes et celui des femmes. On va en discuter. Et vous voyez que le moral est extrêmement fluctuant par persona. Donc on ne va pas aller plus loin là-dessus, parce qu'on va essayer justement de faire des focus par persona, plutôt que de parler de façon générale, parce que je crois que c'est vraiment une des choses qu'on retient de ces 10 ans de baromètre, c'est que parler des expatriés en général, ça ne veut rien dire. Donc on va aller voir un peu plus en détail. Mais avant ça, je vous dis, les expats vont beaucoup mieux, là on est solide, on peut aller voir un peu les côtés trash, et on va écouter une vidéo, parce qu'on essaye de toutes sortes de moyens pour contacter les expatriés, pour faire passer nos messages, et notamment, on travaille avec une humoriste qu'on aime beaucoup, qui est Cécile Moroni, qui s'est mariée avec un Norvégien et qui a eu des grosses responsabilités dans l'agroalimentaire, et qui est maintenant devenue humoriste. Voilà comment elle nous raconte ce que c'est qu'un beau coup de cafard en expat. Allô? Ouais, non, j'ai juste l'impression qu'il y a un peu d'écho. Non, c'est pas grave, t'inquiète. Ça fait 3 fois qu'on se rappelle. On va réussir à se parler comme ça. Pardon? Non, je pense qu'on se coupe un peu la parole. Il doit y avoir un petit décalage au téléphone. Comment ça va, toi? Ouais, ça va. J'appelais juste parce que je voulais juste te dire... Allô? Ouais, ça va pas très fort. Je dis que ça va pas très fort. Oui, je peux répéter. Je dis que... T'inquiète, ça va. Ouais, tout va bien. Ok, on se rappelle quand tu captes mieux. Allez. Ouais, bonne journée à toi aussi. Salut, je t'embrasse. Je retourne à ma folle vie d'expat.
Voilà. Alors là, je vois les expats parmi vous qui ont les larmes aux yeux, et pourtant c'est drôle, hein, on a tous ri. C'est ça la vie d'expat, c'est parfois on rit les larmes aux yeux, et puis il vaut mieux d'en rire que d'en pleurer. Et c'est pour ça qu'on surveille autant le moral des expats, c'est que on voit bien leur fragilité. Voilà, on parlait sacrifice et bénéfice. Parfois, une petite vidéo comme ça vaut mieux que beaucoup de longs discours. Et on va creuser ce sujet des bénéfices et sacrifices avec quelques slides générales avant de faire des focus sur les différents personas. La première chose qu'on a regardée, c'est on a demandé aux expats, voilà, vous nous avez dit que vous voulez partir pour des raisons personnelles, l'aventure interculturelle, etc., etc. Finalement, sur tous les items dont vous nous avez dit que c'était les raisons pour lesquelles vous partiez, est-ce que vous avez trouvé ce que vous étiez venu chercher? 0 si pas du tout, 5 si c'est au-delà de vos attentes. Eh bien, bonne réponse sur la plupart des items, ils ont trouvé, ils sont au-delà de 4. Donc on peut dire que le contrat est rempli avec au top l'aventure familiale et humaine, ça tombe bien, on a dit c'est la première raison de départ, l'expérience interculturelle et la qualité de vie. Un petit peu moins bien, mais quand même très positif, le développement des compétences, l'expérience professionnelle, alors on va voir, ça dépend de qui on parle, les conditions financières et fiscales sont plutôt bien, là où ça décroche un peu, c'est la qualité d'enseignement, et puis là où ça décroche vraiment, c'est la couverture santé, sauf chez les expatriés d'entreprise, comme on va le voir. En termes d'accueil, ça se passe bien, surtout au bureau, surtout à l'école, là, pour le coup, dans la communauté locale et la communauté d'expats, un petit peu moins bien. Le sentiment de satisfaction par rapport à l'ensemble des items qu'on a mesurés, je ne vous les détaille pas, mais est en hausse générale de 18% par rapport à l'année dernière. Donc voilà, un tableau positif, un bon moral, on trouve des choses qu'on est venu chercher. Il y a beaucoup de choses qui changent. On leur a demandé, ça c'était pour les interculturalistes d'expat communication, qu'est-ce qui a changé dans votre modalité d'interaction avec les autres? Est-ce que ça a changé? Pour 70%, oui. Après, vous voyez que tout est ébranlé, mais ça c'est ni positif ni négatif, c'est ce qu'ils sont venus chercher. Ils sont venus chercher de la différence, ils l'ont trouvé. Là où c'est plus difficile, quels sont les sacrifices? Alors, on va regarder déjà la partie de droite. Les freins à l'intégration en 2024, lesquels sont-ils? Le plus gros, c'est je ne me suis pas assez préparée. Donc la vidéo de Ludivine devrait être passée en boucle, mais pas que pour les expats d'entreprise, pour tous les expats. Vous voyez, c'est là pour tous les personas, les flèches convergent. La deuxième chose la plus difficile, c'est le travail du conjoint. Voilà, c'est ce qu'ils n'avaient pas anticipé, ils n'ont pas forcément été préparés pour ça. C'est vraiment la deuxième difficulté d'intégration. Une des questions pour lesquelles on se dit peut-être qu'on ne va pas rester. La troisième chose, mais là c'est extrêmement disparate, c'est l'incapacité à trouver un équilibre perso-pro. Et ça, évidemment, ça concerne essentiellement les expats d'entreprise, qui sont 20 points au-dessus des autres là-dedans. Et ça, pour tous les responsables mobilité internationale parmi vous, on sait bien qu'un cadre dirigeant, ça travaille beaucoup, mais un expat, ça travaille encore plus beaucoup. Pardonnez-moi l'expression affreuse, mais il faut insister sur cette question qui est vraiment un des grands facteurs de fragilité des expatriés. Les difficultés financières sont à un niveau moins élevé que l'année dernière, mais ça concerne encore 25% des expatriés, moins évidemment ceux qui sont payés par une entreprise. Et les difficultés scolaires concernent très peu. Donc, vous voyez, ils ne sont pas très contents de l'école, mais ce n'est pas une difficulté. Bon, d'abord parce que tout le monde n'a pas d'enfants, mais surtout parce que la situation n'est quand même pas catastrophique. On le reverra. Voilà pour ce que je voulais dire des généralités. Maintenant, on va faire un premier zoom et on va faire celui qui a été promis l'année dernière, c'est celui sur les femmes. Et d'abord, je voudrais tordre le cou à une légende. Si les femmes ont un moral plus bas, ce n'est pas parce que c'est des femmes. D'accord? Il y a un écart de 5 points entre le moral des hommes et le moral des femmes. Ça n'est pas une question de genre. Il y a certainement des choses qui s'expliquent par le genre, mais pas ça. Parce que si on regarde pour les conjoints, et qu'on se dit que c'est pas facile d'être un conjoint expat, la preuve, le niveau moyen de morale des conjoints est à 67, donc 6 points en dessous du panel, et celui des conjoints hommes est de 4 points inférieur à celui des conjoints femmes. Donc, les femmes tiennent. Un niveau ne s'effondre pas. Donc, le statut, la preuve, vous voyez que quand on regarde quel est le statut des expatriés selon leur genre, ce n'est pas du tout la même histoire pour un homme ou pour une femme.
37% des femmes en expatriation sont des conjoints expats, se définissent comme conjoints. Pas forcément conjoints d'entreprise, mais en tout cas, elles estiment qu'elles ont suivi dans le couple pour pouvoir rester en couple à l'étranger. Or, on a vu que les conjoints sont dans les différents personnages, ceux qui avaient le moral le plus bas, avec les aventuriers. Les aventuriers, vous voyez, sont plus représentés chez les femmes que chez les hommes. Self-initiative, contrat local, enfin ce qu'on appelle comme ça, c'est les contrats locaux. Là, pour le coup, il y en a à peu près égalité chez les hommes et chez les femmes, et ceux-là ont un niveau de morale très élevé. Mais en tout cas, c'est vraiment cette surreprésentation des conjoints et dans une moindre mesure des aventuriers qui font que les femmes se sentent moins bien. Elles sont beaucoup moins souvent salariées des expatriés, alors que c'est ceux-là qui vont très bien, et moins souvent retraités. Alors ça, c'est un biais de collecte, pour le coup, parce que les retraités vont très très bien. Qu'est-ce qu'on apprend? On a fait un petit focus sur les femmes qui sont salariées d'entreprise, en se disant, on voit qu'elles sont moins nombreuses, mais qui sont-elles? Alors, on va dire, pour regarder sur la droite leur âge, elles sont plus jeunes, c'est-à-dire qu'elles vont plus souvent être en VIE ou sur des positions de début de carrière que sur des postes de direction de filiale sur lesquels on met en général des gens plus âgés. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un prix à payer pour être une femme expatriée. Et ce prix à payer, c'est le célibat. Vous voyez que les expats d'entreprise sont ceux qu'on appelle salariés, 70% à être en couple. Quand on regarde pour les femmes expatriées d'entreprise, elles ne sont plus qu'à 58%. Mon hypothèse, c'était qu'il y avait plus de célibat géographique chez les femmes expatriées d'entreprise que chez les hommes. C'est pas vrai. Vous voyez, les deux sont à 6%, ce qui est plus que le panel qui est à 4%, mais c'est la même chose pour les hommes et pour les femmes. La réalité, c'est que les hommes sont que 19% à être célibataires, alors que les femmes sont 28% en expatriation. Et à 41 ans d'âge médian, on ne peut pas dire que c'est une question d'âge. Hein. C'est vraiment le prix à payer, c'est de partir comme célibataire. Et je pense que c'est un prix à payer qui est lourd, qui est important à connaître. Autre spécificité des femmes en expatriation, c'est les écarts de salaire. Alors ça, pour le coup, on peut le mettre un petit peu sur les écarts d'âge et de responsabilité. Vous voyez qu'ils sont de 4 points pour l'ensemble du panel et de 6 points pour les salariés d'entreprise. On pourrait passer beaucoup de temps là-dessus. Ce que je voudrais plutôt, on vous a dit, on vous montrerait des portraits et des chiffres, on vous montre des constats et des possibilités de solutions. Voilà ce qui a été développé chez Expat Communication en 2024 pour les femmes expatriées. Toujours évidemment le site Femmes Expat, mais qui a sorti le guide qu'on vous a présenté l'année dernière, qui est maintenant en ligne, suivi de podcasts qui ont été réalisés avec la Caisse des Français de l'étranger, qu'on remercie pour ce partenariat, de conférences qui ont été faites avec beaucoup des partenaires qu'on a cités ici, pour le 8 mars, une conférence importante qui a été beaucoup vue sur l'indépendance financière des femmes à l'étranger. Et là, je pense plus aux femmes qui sont envoyées par leur entreprise, des possibilités de coaching pour les aider dans ces prises de poste. Mais ce n'est pas évidemment que chez Expat Communication qu'on fait des choses pour les femmes expatriées. Je vous cite 2 initiatives. En termes de sécurité, Sorority, qui lance un super projet, et c'est une expat dont j'ai mis la photo, Priscilla Routier, qui a développé cette solution pour les femmes expatriées, pour les femmes, pardon, partout, en France d'abord, mais aussi dans le monde, donc ça c'est pratique. Et puis des tas de, il y en a plein, mais là je cite une initiative qui a été lancée et qui est pas mal née ici l'année dernière, c'est pour ça que je vous en parle, d'Amélia Lacrafi, qui lance tout un mouvement autour des femmes à l'international pour voir comment est-ce qu'on pourrait avoir davantage de femmes à l'étranger, dans des positions de direction en expatriation, ce qui est un des points importants pour réaliser l'égalité hommes-femmes dans les entreprises. Voilà ce qu'on voulait vous dire sur les femmes. Et maintenant, on zoome sur le collaborateur. Et là, on a quand même été obligé d'être honnête. On a mis une photo d'homme. C'est quand même, dans les 3/4 des cas, le collaborateur expatrié est un homme. Et je laisse Albine nous raconter son portrait, ce qu'on appelle donc chez nous un persona. Voilà, donc on vous a fait une petite fiche d'un collaborateur type expatrié. Donc, je vous présente Nicolas. Je ne vais pas tout vous lire, hein. Donc Nicolas a 39 ans, il est français, il vit en couple avec 2 enfants, il est directeur financier dans le secteur automobile. Voilà, il habite en Espagne, c'est sa 3e expatriation. Et on note parmi toutes ces motivations, freins et changements et impacts que surtout un tiers des collaborateurs rencontrent
des difficultés à concilier vie personnelle et vie professionnelle, et que les salariés indiquent avoir 20% de charge mentale de plus que les autres personas. Quels sont les bénéfices reconnus pour les collaborateurs? Donc, plutôt des postes à haute responsabilité, des meilleures conditions financières et un meilleur pouvoir d'achat. Ensuite, on passe sur la slide suivante. Merci. Voilà, donc alors là c'est une slide qui est un petit peu contre-intuitive, puisque le but, enfin en tout cas les motivations de l'expatrié, c'est d'apprendre les savoir-faire locaux, d'apprendre en expatriation. Et là, vous voyez que pour les salariés, donc, est 3,3 sur 5, et que transmettre ses compétences dans le pays d'accueil est de 4 sur 5, donc qui est assez comparable. Donc, c'était un point intéressant qu'on voulait préciser. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Alix, mais je continue sur les différentes attributions du collaborateur. Donc, pour sa vie quotidienne en expatriation, il est plutôt content des conditions de logement, du système de santé. Il est très content du système de santé. Quant à ses enfants, ils se sentent plutôt bien. Ils vont à l'école française internationale et il est plutôt satisfait du système éducatif à l'étranger. Quant à ses habitudes de déplacement et de médias, il se déplace de façon semi-trimestrielle chaque année. Et voilà, c'est un peu difficile pour lui d'économiser l'énergie et de réduire son empreinte carbone. Et quant à sa gestion financière en expatriation, il ressent un pouvoir d'achat stable, donc ça ne change pas. Et il arrive à épargner entre 0 et 19% de ses revenus. Voilà, après je vous laisse lire le reste. Voilà, et ces fiches de persona, c'est ce qui nous sert à réussir à incarner, hein, c'est des techniques de marketing classiques, à incarner la cible qu'on étudie et à se dire, tiens, quel est mon expat type, et puis on peut se faire différents personas en fonction des gens qu'on a dans notre population expatriée. Un des enjeux cruciaux dont parlent les expatriés quand on les interroge, des collaborateurs d'entreprise, c'est l'interculturel. Et on a mis en place cette année, je vous en reparlerai, des webinaires par destination, à destination des expatriés. Et on en a fait un sur l'Europe en se disant, après tout, en Europe aussi, il y a des différences culturelles, parlons-en. Et là, on a eu un témoignage que je vous propose d'écouter. Alors, ce n'est pas celui du webinaire. Très gentiment, Costantino a accepté de le retourner pour nous, parce que je le trouve hyper fort, donc je vous laisse l'écouter. Donc la question que je lui ai demandé, c'est pourquoi est-ce qu'il était expatrié et est-ce qu'on a le son? C'est long autour du monde. J'ai commencé à Hong Kong, après j'ai fait l'Italie, j'ai fait l'Espagne, j'ai fait les États-Unis, et après le Vietnam et Singapour, hein, plus ou moins 3-4 ans pour chaque étape. Je me suis toujours trouvé assez bien, toujours avec des styles différents, hein, mais je dois dire que j'ai jamais eu de problème comme quand je suis arrivé en France. En France, c'était pour m'intégrer côté business, c'était un peu plus difficile. Il faut savoir que moi, quand même, je suis marié avec une Française, je connaissais la partie, disons, privée française plus facilement, mais la partie professionnelle, c'était un peu plus dur. Dur pourquoi? Parce que je trouvais une culture qui met en discussion pas mal de choses. Une culture d'analyse très forte, plus que je suis habitué, même en Amérique. Une culture de la critique, de la mise en discussion. Et surtout, c'est que je dois dire, j'étais plus dur de la mise en discussion du chef. Chose que c'est positif, mais ça peut aussi être très
Mais la conséquence, c'est que je me suis dû mettre en discussion. J'ai dû, première chose, comprendre. Et en me mettant à comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi notre style de leadership, il faut l'adapter. Et une fois qu'on a compris, on comprend très vite que ce n'est pas les gens qui vont s'adapter à toi, c'est toi qui dois t'adapter à l'environnement. Et comprendre quels sont les leviers sur lesquels utiliser. Moi, j'ai mis personnellement au moins un an et demi avant de comprendre. Voilà, 1 an et demi pour comprendre. Et en fait, il a quitté l'entreprise. Voilà, et ça, c'est typiquement, sa femme est française. Il est italien, c'est le pays d'à côté, bah, ça va bien se passer, mon gars. Hein. Eh bien non, ça a été, c'était une expérience. C'est quelqu'un, il est hyper humble, mais qui a vraiment des grosses responsabilités. Il dirigeait une entreprise en France, une grosse entreprise, et ça a été très compliqué dans son management. Donc d'abord, je souhaite bon vent dans ces nouvelles aventures qui repartent très bien maintenant. Mais surtout, voilà, un témoignage de l'interculturel, c'est pas donné. Même pour des gens qui sont prêts. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a développé de nouveau cette année? Donc, toute cette série de webinaires, pays par pays, sur des zones pour dire, bah, voilà comment ça se passe ici avec des expériences et en insistant sur l'intelligence interculturelle. Dans celui sur l'Arabie Saoudite, qui n'est pas le pays le plus simple, il y a un expat qui fait le témoignage miroir en disant, bah, moi, j'ai été formé et franchement, ça se passe assez bien. Mais c'est aussi tout des coachings, des formations, des guides, comme celui sur Travailler à l'international, et le réseau du club Expat Première. Voilà le genre de choses qu'on met en place. Je voudrais qu'on parle rapidement des conjoints, zoom sur les conjoints, donc qui s'appelle collaborateurs, mais c'est les conjoints dont on fait beaucoup de choses déjà, et notamment que leur niveau de morale est plus bas. 2 points, bénéfices et sacrifices. Première chose, c'est pas parce que le niveau moral est bas que les conjoints regrettent leur expérience. Hein, et ça, c'est quelque chose qu'on dit souvent aux entreprises. Ne culpabilisez pas d'envoyer des conjoints faciles et bien. Ça n'est pas le même registre. Donc oui, l'expérience est dure, mais les bénéfices, c'est ce que nous disent Persona, c'est je suis contente parce que j'ai l'expérience interculturelle et le dépaysement que je suis venue chercher. Souvent, le conjoint a été moteur de cette mobilité. Ça se passe très bien pour mes enfants. Ça se passe très bien pour mon conjoint. Là où c'est plus compliqué, alors ça c'est ce qu'on voit dans la suite des slides, on va pas tarder à voir que le moral est clairement tributaire du niveau d'activité. Si je suis en moral, si je suis en congé parental, ça baisse. Si je suis en recherche active d'emploi, c'est là que c'est le plus dur. Donc forcément, ça c'est plus difficile pour les conjoints. Et puis, on va voir que les conjoints ont dû lâcher des postes, quel type de postes ils ont retrouvé. L'année dernière, on avait beaucoup regardé le pourcentage d'activité, etc. On a vu que c'était moins de la moitié des conjoints qui trouvaient. Ce que je voudrais voir, c'est 2 choses. La première chose, c'est que d'abord, ils sont 55% à se former pendant leur expatriation, donc ils sont moteurs. Et la deuxième chose, quel type de job est-ce qu'ils trouvent? Je vous ai mis le panel. Donc on voit par exemple, il y a 12% du panel des expatriés qui travaillent dans l'éducation. Pour la UFE, les profs, c'est une part importante des expatriés. Mais c'est 26% des conjoints expatriés. Vous vous rendez compte? Alors qu'ils étaient 8% à travailler dans l'éducation avant de partir. Donc, et l'autre gros changement d'activité, c'est vers le coaching aussi, ou les services aux entreprises. Voilà ce que font les conjoints, et on voit tout de suite qu'en termes de salaire, c'est des jobs qui sont beaucoup moins rémunérés que ceux qu'ils avaient au départ, surtout que c'est souvent, dans leur cas, des activités à temps partiel ou en freelance. Voilà ce que je voulais vous montrer sur ce slide. Et puis aussi, vous regardez en termes de bénéfices ou sacrifices, comment évoluent leurs compétences. Eh bien, vous voyez qu'elles progressent moins que celles du reste du panel. Pour les hard skills, les compétences techniques, ce qui est logique, mais même pour les soft skills. Et on va conclure cette séquence sur les conjoints par une petite vidéo qui en dira plus que de longs discours sur ce que c'est que la réalité d'un conjoint expat. C'est rarement celle qu'on attendait. Et ça, c'est tiré d'une série de podcasts qui a été faite par Femmes Expat cette année avec le concours de la CFE. Je m'appelle Honorine et nous commençons notre 4e année à Copenhague. J'ai expérimenté ici des plongeons dans la mer gelée
Évidemment, je m'étais toujours dit, mais jamais de ma vie, je mettrai un orteil dans cette eau. Ça va faire maintenant 18 mois que notre situation familiale a légèrement changé. Donc en fait, les 2 premières années, mon mari a fait la préparation de son chantier. Donc il était à Copenhague avec nous. Et là maintenant, en fait, ça fait 18 mois qu'il doit partir la semaine sur son chantier. Et donc je suis seule avec mes 3 enfants. Voilà, le témoignage s'arrête là. J'adore ces euphémismes tellement typiques des expats, quoi. Ça fait 18 mois que je vis dans un pays étranger. Très loin. Donc on nous dit que le niveau de morale de mon mari a plus élevé aussi les 67. On est souvent en contact avec eux, et je sais qu'on ne regrette pas l'expérience avec juste besoin un petit peu d'accompagnement. Voilà ce qu'on peut vous dire des conjoints. En termes d'accompagnement cette année, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? J'ai demandé à la préparation, comme je dis, avant la préparation, mais aussi l'aide à la recherche d'emploi. Une nouveauté que je fais avec Sarkozy, c'est pour l'année prochaine, qui va inclure maintenant un parcours spécial conjoint. Dans l'esprit de notre job conjoint puissent ensemble trouver du travail, et il faut que on trouve avec le club Expatrium un moyen de créer du lien et de communauté dans les conjoints en tel point. Et puis toute une série de webinaires et de guides, et je salue spécifiquement celui qui a été fait, remarquable, le guide juridique pour les familles expatriées et internationales, qui a été coécrit par Femmes Expat et par le cabinet Chauveau-Mulon et Associés. Je pense que c'est une ressource pour beaucoup d'entre vous qui êtes ici extrêmement utile, à tel point que vous les trouverez dans les tote bags que vous aurez à la sortie. Vous aurez chacun un exemplaire de ce guide, et il sera disponible en ligne à partir de la semaine prochaine, je crois, sur le site Femmes Expat. On a balayé très rapidement ces 2 premiers personas. On va passer encore plus vite sur les autres, parce qu'on ne peut pas faire des focus sur tout. Albine va juste nous donner quelques highlights. Oui, donc là, on va parler rapidement donc, des autres personas, comme ceux qui sont partis par leur propre initiative, les aventuriers, ceux qui sont à la retraite, les autres et les VIE. Et comme vous le voyez sur cette slide, on parle de leur morale ici. Donc, les VIE et les retraités sont bien sûr bien devant. Ceux qui sont en propre initiative, pas très loin derrière, mais on a déjà vu ça. Donc, on peut dire que le niveau de morale du panel restant se stabilise à 71%. Il faut savoir qu'il est de 73 sur 100 pour les hommes et de 68 pour les femmes, et que les conjoints et les aventuriers sont un peu derrière. Voilà. On voulait signaler aussi que cette année, on avait isolé les VIE, VIA qui étaient parmi le panel autre, le persona autre, parce qu'il y a une forte progression au nombre de VIE. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en 2024, on a 11 500 VIE répartis un petit peu dans le monde. Donc, on a réussi à en interroger un bon nombre. Et c'est pour ça qu'on a créé ce persona au-delà des autres. Alors, gardez bien ces personas en tête, parce que là, on va voir 3 petits sujets sur lesquels ils vont apparaître. Le premier, c'est la santé. Alors là, on passe vraiment très très vite. On a des centaines de données pour la CFE et pour April, mais on ne les partagera pas avec vous aujourd'hui, juste pour une question de temps. Mais sur la santé, 2 points. Le premier, c'est que 44% des personnes interrogées, quand on leur demande sur une échelle de 1 à 5, maintenant que vous êtes à l'étranger, comment est-ce que vous trouvez le système de sécurité français? Ou vous êtes en France, et comment vous trouvez par rapport à votre pays d'origine? 44% disent 5 sur 5 en termes de générosité. Voilà. Donc ça, c'est un bénéfice du fait de partir, c'est qu'on se rend compte à quel point on est bien loti dans son pays d'origine ou dans son pays d'accueil quand c'est la France. Et puis un autre bénéfice pour la santé, ce sont les médecines alternatives. Vous voyez que 28% des hommes les pratiquent en expatriation, 44% des femmes, tout en haut desquelles l'ostéopathie, l'acupuncture et la médecine chinoise, qui est une grande découverte de beaucoup d'expatriés. C'était vraiment un flash.
va passer directement au patrimoine. On va tant pis passer le podcast et aller directement au patrimoine pour garder un petit peu de temps sur le retour. Et qu'est-ce que je peux vous dire sur le patrimoine? La première chose, c'est que ça va mieux. Donc, vous vous souvenez que l'année dernière, 81% des expatriés disaient que leurs revenus avaient baissé pendant l'année. Ils ne sont plus que, entre guillemets, 46%. Donc c'est encore beaucoup, mais on sent que l'effet de l'inflation est en train de s'estomper pour les Français de l'étranger. On a regardé leur taux d'épargne, on a regardé où ils épargnaient, ce qu'ils en faisaient, etc. Mais ça, on va passer. Mais juste sur leur taux d'épargne, c'est intéressant de noter que le persona qui épargne le plus, eh c'est contre-intuitif, mais ce sont les VIE. Et on l'a vérifié dans plusieurs enquêtes. Je crois qu'on peut dire heureux comme un VIE français. Vous vous souvenez que leur niveau de morale est à 78 hein, et vous voyez que... Voilà. Après, évidemment, c'était affiné selon les pays, bien sûr. Mais globalement, la situation des VIE est excellente. Celle des expats d'entreprise est bonne aussi, puisqu'il y en a 40% qui épargnent entre 20 et 49% de leurs revenus. C'est beaucoup. Mais celle des personnes en contrat local est pas mauvaise non plus. Voilà, donc des taux d'épargne qui sont importants globalement pour les expatriés et un sentiment de gain de leur salaire par rapport à si jamais ils n'étaient pas partis. C'est un indice de 31 pour ceux qui sont expats d'entreprise, 25 seulement pour les femmes, ce qu'on disait tout à l'heure, un écart de 6. Et pour ceux qui sont en contrat local, on est quand même sur un index de 26, donc qui est largement positif. Et le dernier point que je voulais voir avec vous avant de passer au retour, expat un jour, expat toujours, c'est-à-dire quel lien avec le pays d'origine, et ça on l'a regardé que pour les Français. On a exclu ceux qui n'étaient pas français pour cette enquête-là. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'ils étaient intéressés par les élections? Alors on était tous plus ou moins rivés à nos écrans pour les législatives du mois de juillet. Et ben vous voyez que c'est le cas aussi des expats, avec un niveau d'intérêt à 8 sur 10, avec 80% qui étaient à 10 sur 10. C'est énorme. Donc c'était assez clivé. Soit ça m'intéresse, soit je suis passionnée, soit ça ne m'intéresse pas. Y compris pour les jeunes, 7,6 sur 10 pour les jeunes, donc c'est très fort. Et surtout, quelle que soit la durée d'expatriation. Et ça, je pense que c'est un point important pour nos élus des Français de l'étranger. On peut être français et avoir vécu à l'étranger pendant 70 ans. On est toujours français et intéressé par les résultats de ces élections. Je trouve que c'est un résultat qui est très beau et qui est corroboré par leurs habitudes de consommation de médias. C'est-à-dire que là, vous avez en orange en bas les médias des expatriés. Et vous voyez que la consommation de médias spécifiques pour les expatriés, là, on l'a fait évoluer en fonction de la durée d'expat, ça ne bouge pas. Et ça nous fait aussi avancer dans notre réflexion de qu'est-ce qu'un expat? Un expat, c'est quelqu'un qui continue à se sentir expat, en fait, c'est vraiment, je pense, une décision personnelle de je me sens toujours expat ou maintenant je suis un local. Et ça se passe quelque part dans ma tête à un moment, mais on voit que c'est pas une question de durée. Et l'autre, c'est l'actualité de mon pays d'origine, celle qui est en vert. Vous voyez là aussi que la courbe, elle est un peu chahutée, mais ça, c'est plus une question d'effectif du panel. L'intérêt pour la presse de mon pays, c'est comme pour les élections, ça reste très élevé, avec un petit décrochage vers 18 ans d'expatriation, mais ça remonte après, donc je pense que c'est plus un effet de panel. Voilà ce qu'on voulait vous dire sur l'expatriation. Et on va passer maintenant à la question du retour, parce que ça c'était important pour nous, ça faisait 3 ans qu'on ne l'avait pas analysé. Pourquoi est-ce qu'on ne l'avait pas analysé depuis 3 ans? Parce qu'on trouvait tout le temps la même chose et qu'on en avait marre de raconter toujours la même chose. Maintenant, comme les entreprises nous parlent beaucoup du retour, que les expats nous parlent beaucoup du retour, on s'est dit c'est quand même vraiment un moment problématique. Allons voir si ça a changé. Eh bien, écoutez, donc la DILA fait certainement un super boulot sur le plan administratif, etc. Il y a une petite baisse des plaintes pour les questions administratives. Mais le retour reste toujours un moment extrêmement difficile. Alors, on a comparé en violet ceux qui sont déjà rentrés avec ce que déclarent ceux qui ne sont pas encore rentrés, mais disent qu'ils vont rentrer un jour. Premier élément assez perturbant, on vous a dit le niveau de morale, là, vraiment sur toutes les enquêtes, il est aux alentours de 73 cette année.
Pour les expats de retour, on tombe à 67. Mais ce qui est vraiment préoccupant, c'est que quand on le demande à ceux qui vont rentrer, ils ne sont pas encore rentrés, on est à 69. Ça veut dire que rien que de parler de retour, le niveau de morale baisse. Voilà, parce que sinon, les mêmes qu'on interviewait, ils étaient à 73. Donc on parle retour, ça fait peur. Il y a en plus une espèce d'incompréhension, c'est-à-dire les gens disent je vais rentrer d'abord pour des raisons professionnelles, mais juste derrière, elle a les raisons familiales. Et puis, je vais rentrer, par exemple, pour me rapprocher de mes enfants. Et quand on regarde la réalité des faits, on rentre d'abord pour le boulot. Et si ce n'est pas pour mon boulot, c'est pour celui de mon conjoint. C'est peut-être aussi pour ça que le retour ne se passe pas si bien, c'est que dans beaucoup de cas, le retour en réalité est contraint. Et on voit que dans la moitié des familles, tout le monde n'était pas d'accord pour rentrer. Et ceux qui ne sont jamais d'accord pour rentrer, on va parler d'eux dans un instant, ce sont les enfants. Voilà. J'entends ici que c'est du vécu. Comment ça se passe sur le retour? Sur le plan personnel, ce qui les préoccupe le plus encore, c'est les démarches administratives, mais je vous disais, c'est en légère baisse par rapport aux années précédentes. La réinsertion professionnelle, et ce qui les inquiète le plus avant de rentrer, c'est l'aspect financier et le budget, mais ce n'est plus le cas une fois qu'ils sont rentrés. Il y a toujours ce décalage entre les violets qui sont rentrés et les bleus qui, eux, sont dans l'anticipation. Donc, ils sont à peu près raccords sur ce qui va les inquiéter, sauf sur le plan financier. Quand on leur demande s'il est plus facile de rentrer ou de partir, alors, plus de la moitié nous disent le retour, c'est difficile. 56% disent il est plus facile de partir que de revenir. Et ça, c'est ceux qui l'ont expérimenté qui parlent. Et ça, c'est vraiment un chiffre à matraquer auprès des expatriés. Préparez-vous, le retour, c'est plus difficile que le départ. Et c'est prouvé. Il y en a un tiers qui disent quand même qu'ils ont baissé en qualité de vie. Et surtout, un gros tiers qui ressentent fortement le choc culturel, ce qu'on appelle le choc culturel inversé, c'est-à-dire le fait de trouver difficile de retrouver sa place. Et ça, donc c'est surtout fort chez les conjoints, surtout fort chez les femmes, même si elles ne sont pas conjoints, et ça ne se dissipe pas dans le temps. Et ceux parmi nous qui sont des anciens expatriés, vous pourrez peut-être en témoigner tout à l'heure pendant le networking, expat un jour, expat toujours, c'est valable aussi au retour, c'est-à-dire c'est une espèce d'estranéité, de sentiment de pas plus tout à fait faire partie du club ou de plus arriver à retrouver sa communauté, qu'on va retrouver dans l'entreprise ou dans la vie sociale. Et on va parler d'entreprise, on va regarder ce que ça donne sur le plan professionnel, où globalement le bilan est positif pour la plupart. Vous voyez une large majorité de très positifs, surtout au bout de plus de 6 ans. Donc ça peut être aussi un message pour les expats. L'effet accélérateur dans la carrière de l'expatriation ne se fait pas forcément tout de suite, mais sur le long terme, on le constate. En revanche, ça n'est pas valable pour tout le monde. Les conjoints sont 36% à dire qu'ils ont du mal à valoriser leurs expériences au retour. Et il y a quand même un point qui est compliqué, c'est celui du changement d'entreprise. 49% des expats sont toujours dans leur entreprise l'année du retour. Alors ça, c'est expats d'entreprise, enfin c'est tout le panel confondu, mais ils ne sont plus que 22% au bout de 6 ans, ce qui est largement supérieur à un turnover habituel. Ça veut dire le fait d'avoir été à l'étranger crée de l'instabilité dans sa carrière après. On va parler des enfants maintenant, avec Albine, avant d'annoncer ce qui se passe pour l'année prochaine. Eh bien, les enfants expatriés de retour, ils se portent plutôt bien, et ils se portent même de mieux en mieux, comme on le voit sur cette slide. En 2023, le moral était à 66%. En 2024, il est à 87%. Donc, plutôt une bonne nouvelle. On se rend compte qu'ils sont vraiment sortis de la période Covid. C'est surtout cet élément-là qui a joué. Ensuite, on regarde quelles sont les opportunités d'apprentissage uniques qu'ils ont pu avoir en expatriation. Bien sûr, en premier arrive l'apprentissage de la langue, à 70%, les découvertes de nouvelles méthodes pédagogiques et des projets en multiculturel. Voilà, c'est ce qui ressort énormément. Quant aux critères de choix de l'école au retour, 40%
qu'est-ce qui les préoccupe surtout? C'est la pédagogie spécifique de l'établissement. C'est vraiment le choix premier. Ensuite, l'environnement, les infrastructures de l'école, l'apprentissage des langues étrangères et en quatrième position, la continuité, la facilité, pour faciliter le retour. Ensuite, pour la scolarité post-expat, donc quelques chiffres clés. Dans quels établissements les enfants expats de retour vont-ils? 41% dans le public, 39% privés sous contrat, 10% uniquement en international public. Bon, on sait pour quelles raisons, pour le fait que ce soit compliqué d'y rentrer. Et en dernier, 8% international privé sous contrat. Donc l'intégration se fait plutôt bien. 61% disent qu'ils se sont intégrés rapidement. 29% qui a eu quelques difficultés et quand même 10% qui ont eu quand même des difficultés d'intégration importantes. Le niveau scolaire versus leurs camarades de classe dans le pays d'origine. 47% le disent équivalent, 42% supérieur et uniquement 10% un peu inférieur et vraiment un très petit pourcentage pour très inférieur. Voilà, et le top des classes spécifiques qui ont été choisies, c'est à 45%, ils n'ont pas choisi de classe spécifique. 23% les sections internationales, 10% la section bilingue et 8% la section européenne. Et on voit un grand décalage entre ceux qui sont encore en expat et qui penchent pour un système international au retour et ceux qui sont rentrés, et on voit que la part des enfants scolarisés dans des systèmes internationaux est largement inférieure, et on peut penser que c'est clairement lié à un effet d'offre. Il y a une carence d'offres internationales, notamment à Paris où rentrent les 2/3 des expatriés. Et on note aussi également que 40% des enfants qui sont partis en expatriation ne parlaient pas la langue du pays d'accueil, et au retour, il n'y en a que 10% qui ne parlaient pas la langue du pays d'accueil. Donc, vraiment quelque chose de très important ici, c'est l'apprentissage de la langue dans le pays d'accueil. Alors, on va laisser une expatriée, une fois de plus, nous le raconter, en disant voilà son truc à elle pour que ça se passe bien. Sophie, je précise qu'elle est dans la campagne. On nous dit qu'elle est aux Pays-Bas, mais elle est dans la campagne des Pays-Bas. En d'autres, il n'y a pas de lycée français. Et Léonie, 8 ans, on est expatriés depuis un peu plus de 2 ans aux Pays-Bas et ils sont inscrits dans une école locale néerlandaise. Depuis cette année, ils suivent des cours à distance en français et en mathématiques et on a choisi les cours Sainte-Anne pour leur excellence académique et pour les préparer au mieux à ce retour en France. Ils sont tous les deux à l'aise dans les apprentissages, mais les méthodes et les pédagogies sont tellement différentes entre les Pays-Bas et la France que les cours Sainte-Anne nous sont apparus comme étant le meilleur choix pour maintenir un très bon niveau dans ces 2 matières. Et je dois dire qu'on est très content des progrès qu'ils ont réalisés et ça nous rassure pour la suite et pour notre retour en France. Ce qui est bien, c'est que Léonie a l'air d'être tout à fait d'accord avec le fait que les cours à distance donnés par maman, c'est bien. Et les cours, donc les 2 enfants sont scolarisés au cours Sainte-Anne. Les cours Sainte-Anne, ça fait partie du groupe Globe Educate, donc qui est partenaire du baromètre et qui fait de la scolarité à distance. Pour préparer le retour, donc il y a les cours pour les enfants, et ça c'est quelque chose qui est pas massivement, mais suivi par 1/3 des expatriés, notamment des cours dans la langue du pays. Mais il y a aussi déjà des webinaires sur le site Femmes Expat ou dans le club Expat Premium, et puis toutes sortes de formations et de coaching pour aider préparer les collaborateurs, dont on pourra reparler tout à l'heure. Voilà quelques-uns, mais une toute petite partie. Vous avez senti qu'on allait vite et qu'on était un peu frustrés parce qu'on aimerait partager tellement plus de données avec vous. Il y en a tellement. Donc, pour aller plus loin, on a plusieurs pistes. La première, c'est de revenir l'année prochaine
et de faire même partie du board du baromètre l'année prochaine, parce que on a des tas de nouveaux sujets. On va changer la méthode l'année prochaine. On va faire des enquêtes plus spécifiques par thème. On avait jusqu'ici des enquêtes assez générales chaque fois. Là, on va changer de braquet et faire des choses très spécifiques sur la scolarité à l'étranger. On va faire ça avec le groupe Hermitage l'année prochaine. On va faire des enquêtes sur la santé avec la Caisse des Français de l'étranger et April, mais vraiment que sur la santé pour aller très loin dans les habitudes et les besoins des expatriés. On aura, comme tous les étés, l'enquête « Ce qui change quand on vit à l'étranger en 2025 ». Et là, on va reprendre les questions d'écologie. Je vous assure qu'un jour, on va avoir des frémissements sur ce thème. On va reparler aussi probablement du couple en expatriation. Et puis, on finira l'année avec une enquête là, spécifique pour les expats d'entreprise. On va faire quelque chose de plus spécifique pour eux, parce qu'on se rend compte qu'ils ont parfois du mal à se positionner quand on parle à tout le monde. Et donc, on va le faire là, avec pas mal d'entreprises sur l'expérience de l'expat d'entreprise et ajouter le VIE pour l'année prochaine. Qui sera partenaire avec nous l'année prochaine? On a des nouveaux partenaires que je vais saluer. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui sera membre du board pour la DFAE et pour l'Académie diplomatique et consulaire, et on en est très fiers. Il y aura le groupe Hermitage dans l'éducation. Il y aura la région Île-de-France. Alors la région Île-de-France est un intermittent du baromètre. Ils économisent les deniers publics et ils viennent une année sur deux, et on sera ravis de les avoir. Il y a le cabinet Chauveau-Mulon et Associés qui sera présent, et puis Business France est en train de nouer un partenariat pour analyser ce fameux persona VIE, puisque comme vous le savez tous, c'est Business France qui gère les VIE. Voilà ce qu'on va faire l'année prochaine, mais d'ici là, on va chacun prendre ces données et les utiliser, alors pour les Français de l'étranger, pour nos expatriés, pour nos clients, pour notre famille. Chacun va utiliser ça à sa sauce. On va maintenant, avant de faire la photo avec tous les partenaires sur la scène, dire au revoir à ceux qui nous écoutent en ligne et les remercier encore une fois d'avoir répondu à nos enquêtes et leur donner rendez-vous pour les prochaines enquêtes l'année prochaine. Merci de votre fidélité et vous voyez qu'on essaye de faire fructifier vos réponses. Et à bientôt à vous.